Liberté, nous filons au cinéma, Maxime, Gabriel et moi-même, et nous vous présentons tout de suite le dernier Woody Allen, que je vous invite à voir, Maxime, L'homme rationnel, parce que c'est quand même très très amusant. En fait, c'est une sorte de caricature de la gauche, de ces universitaires de gauche, qu'ils soient américains ou français. Un héros de la quarantaine, un peu bedonnant, qui se laisse aller, qui déprime. Un héros anti-héros, comme ils le sont souvent chez Woody Allen. Un héros anti-héros, qui se laisse aller, qui est tout à fait dans la déprime. Il vient d'être quitté, ou d'arrêter sa énième liaison. Et alors c'est un homme qui, comme tous les intellectuels de gauche, vous savez, se donne beaucoup aux autres et il veut sauver l'humanité. Et il a donc voyagé, il a fait il a eu des jobs humanitaires, il est allé dans les camps de réfugiés et tout. Et il arrive, donc il a un nouveau poste de professeur de philosophie et dans une charmante petite ville universitaire et avec une de ses amies, sa dernière conquête, il surprend une conversation d'une pauvre femme dont le juge vient de décider l'enlèvement des enfants, si je puis dire. Elle divorce et son mari va avoir le droit de prendre les enfants 2 fois par mois et la moitié des vacances. Or, dit-elle, cet homme n'est absolument pas capable, il ne s'en occupera pas bien et elle est déchirée. Et il naît dans l'idée de cet intellectuel dingo, l'idée de régler le problème en éliminant. Ah oui, éliminer le problème. Éliminer le juge en question. Alors, je n'en dis pas plus. Le juge. Non, éliminer le juge. Donc, je n'en dis pas plus. Non, parce que tout ça est calculé. S'il avait éliminé la personne, on aurait soupçonné sa femme. Ah oui. Là, en éliminant le juge. Symboliquement, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que quand quelqu'un pose un problème, c'est pas l'homme qui pose problème, c'est la justice qui pose problème. Ça, c'est exactement. Alors, c'est donc une parodie de ce milieu-là. Il y a quand même un dialogue très amusant. Il y a la délicieuse Emma Thompson, celle qui jouait déjà dans Magic in the Moonlight, qui est vraiment très belle. La fin est surprenante et très symbolique. Très symbolique. Donc on peut aller le voir. C'est la femme qui terrasse le mal. C'est très intéressant. Public averti pour adultes. Évidemment. Voilà. Et vous, puisque vous abordez la question, j'aimerais rendre un hommage, parce que vous savez que j'ai été moi-même invité aux 150 ans de l'église de Sainte-Gemme-d'Andigné. Alors, on parle beaucoup de patrimoine ici, et je le cite parce que j'étais voisin de table avec des gens qui regardent TV Liberté, il y en a partout, et qui m'ont dit, vous savez, nous on ne va jamais au cinéma, néanmoins, votre avis nous intéresse parce qu'on regarde ensuite les films que vous conseillez en home cinéma. Et du coup, ça m'a invité à penser à chaque fois, à bien leur dire ce qui est pour quels enfants. Ah oui, c'est très important. Et ça, c'est très important. Et donc, je leur rends hommage, je les salue au passage, parce que ça fait plaisir de voir que finalement, chez nous, on fait un peu un cinéma choisi et pas un cinéma subi. Voilà. Bravo, tel Maxime. que nous l'inflige la télévision française et en particulier la télévision nationale, France 2, France 3 et consorts. Donc, une petite moisson de 2 bons films que j'ai vus ces derniers jours. Alors je vais commencer par celui peut-être dont on va à mon avis le plus parler dans les jours ou les semaines qui viennent, c'est Elzer, un héros ordinaire. Alors c'est un film, je le dis tout de suite, allemand, c'est un film en allemand et c'est quand même un film qui marche à l'international. Donc on a déjà abordé le sujet lors du dernier film allemand qu'on avait évoqué ici, qui montre bien qu'on peut aussi faire des films, si on voulait, en français, qui soient bons et qui marcheraient dans le monde entier, et qu'on n'est pas obligé de faire des simagrées américanisantes pour fonctionner à l'international. Je ferme ma parenthèse qui émeuvra sans doute Jacques Toubon. Bon. Donc, Elzer, un héros ordinaire, c'est l'histoire d'un type qui s'appelle George Elzer.
très original. Ça se passe en Allemagne et ce type pose une bombe en 1939 pour tuer Hitler et toute l'élite hitlérienne dans un café-concert à Munich dans lequel le Hitler en question intervient. Et donc ça c'est le début du film, hein, donc je ne dévoile rien de l'intrigue. Et évidemment il se fait prendre et il va se faire questionner par les différentes autorités Gestapo et mainstream, si j'ose dire. C'est-à-dire, alors je vous passe évidemment les scènes de torture, hein, donc ça n'est pas un film pour tout le monde, pour enfants, ni pour moi, parce que c'est... ni pour vous. On peut se boucher les yeux si on veut, parce qu'on devine quand même quand le méchant gestapiste prend la parole que en général il va y avoir du sang qui coule, hein, intuitivement, c'est comme ça. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est la notion de héros ordinaire. Même si on peut questionner le fait qu'on puisse être un héros quand on est un terroriste, quelle que soit la cause qu'on cherche à abattre, est-ce que finalement un héros c'est celui qui tue? Enfin, c'est un sujet anecdotique et on essaye de lui faire cracher le morceau. On lui dit mais avec qui travailles-tu? Qui sont les investigateurs? Est-ce que ce sont les Russes? Est-ce que ce sont les Anglais? Est-ce que commanditaires. Ce sont... les commanditaires. Et en réalité, il leur explique que non. Voilà, qu'il n'y en a pas, que c'est lui tout seul, parce que, et le tout est nourri de nombreux flashbacks, il a vu son pays s'auto-assassiner d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il a vu le fascisme monter pour de vrai, il a vu les gens qui étaient d'autres partis politiques partir aux travaux forcés, qu'il a vu les juifs ou les femmes qu'on suspectait de coucher avec des juifs humiliés en place publique, qu'il a vu en fait son pays s'enfoncer et qu'il s'est dit Hitler ne va pas faire grandir notre pays, il va nous condamner en nous menant à une guerre folle, à tous mourir après la défaite. Voilà. Donc, je ne dévoile pas évidemment la suite de l'histoire, mais enfin, pour qui a 2 grammes de culture générale, on comprend évidemment qu'il avait raison, puisque l'Allemagne va être ravagée ensuite par les Alliés, et les Allemands vont en être meurtris jusqu'aujourd'hui encore. Et donc en fait, il a essayé de tuer Hitler d'une façon presque préventive pour éviter le pire, ce que bien entendu, tous ces gens de la Gestapo sont incapables de comprendre, tellement pour eux, le Führer, comme on dit, était un leader qui allait sauver le monde. Voilà, donc je trouve que psychologiquement, c'est tout à fait juste, et il refuse de croire que cet homme ait pu vouloir tuer Hitler, non pas à l'instigation d'une puissance étrangère, c'est-à-dire par un acte purement politique, mais par idéal. Voilà, donc c'est hors de leur logiciel de pensée. C'est un film qui est vraiment intéressant. Alors évidemment, moi vous savez que la Seconde Guerre mondiale, matin, midi et soir, et la collaboration, et De Gaulle, et Pétain, et machin, il y a un moment où, quand même, on est en 2015, mais en l'occurrence c'est plutôt bien traité, c'est un film intéressant, très bien, voilà, mais qui n'est pas pour tous les publics. Et un autre film, alors un autre film qui est un film, je le dis tout de suite, positif, voilà. Et par les temps qui courent, ça fait du bien. Ce film, c'est Le Nouveau Stagiaire. Alors c'est un film américain avec Anne Hathaway et Robert De Niro, quand même. Et alors, l'histoire du film, c'est celle d'un vieux monsieur, qui est donc joué par Robert De Niro, qui a la petite 70aine d'années et qui est retraité. Jusque-là, rien de très original, et qui en fait en a marre de passer sa vie à jouer aux échecs au square et à aller à des funérailles. Voilà. Et à être dragué par des vieilles dames pendant le cours de yoga. Et il se dit, je veux faire quelque chose de ma vie, encore aujourd'hui, je veux avoir un but, un accomplissement. Qu'est-ce que je peux faire? Alors on est dans une éthique très américaine, où il faut travailler jusqu'au bout, mais qui est finalement pas une éthique négative. Et il voit une annonce d'une société qui recherche des stagiaires seniors. Et il candidate. Et il débarque dans une société qui est dirigée par Anne Hathaway, qui est une société qui, grosso modo, vend des vêtements sur Internet, mais toute jeune, une start-up avec 200 collaborateurs, qui ont tous moins de 25 ans, grosso modo, ou moins de 30. Alors, évidemment, j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui va se passer, tout va bien se passer, puisque cet homme formidable va apporter de l'expérience, un regard, une sérénité à cette femme qui est prise dans l'instant, qui est en plein doute sur sa vie personnelle, sur sa vie professionnelle, qui est dépassée par la société qu'elle a montée dans sa cuisine 1 an et demi auparavant. C'est beau alors. Et c'est une belle histoire parce que finalement, je trouve qu'aujourd'hui on est dans une société qui est portée par une éthique du jeunisme. Voilà. Il faut être jeune, il faut créer, il faut grandir toujours. Oui, c'est sûr. Et là, on nous montre bien que
tout le monde est utile. Il y a le jeune c'est sûr, mais oui. qui crée, qui innove, mais il y a aussi le vieux qui apporte un regard et qui en plus apporte un regard un peu old-fashion. Par exemple, il y a un des co-stagiaires qui est un jeune qui ne sait pas... Un regard traditionnel. Hein, oui, nous sommes on pourrait dire traditionnel, de savoir-vivre. Il va l'aider à s'habiller différemment, à parler différemment aux femmes. Il y a notamment un moment que j'ai trouvé... Il va continuer à les éduquer, en fait. Voilà, à transmettre. C'est vraiment pour moi l'idée de la transmission. Et par exemple, il y a un moment où une femme pleure et lui sort un mouchoir et il dit au petit jeune, tu sais à quoi ça sert un mouchoir? Enfin, je schématise puisque c'est en anglais. Ça sert à en avoir un quand une jolie femme pleure. Voilà. Et du coup, l'autre va après ensuite avoir un mouchoir qui va lui permettre un jour de choper, pour parler vulgairement. C'est très joli. C'est très joli comme idée. Le problème, c'est qu'on a un petit peu l'impression que c'est l'utilisation, c'est une façon de presser l'orange jusqu'au bout. C'est-à-dire les anciens, interpréter comme ça, mais en fait non. C'est-à-dire que justement au début, on voit qu'ils ne savent pas trop quoi en faire, qu'ils le font parce qu'il faut un quota et que ça fait bien dans la politique RH de l'entreprise, mais qu'ils ne savent pas quoi leur donner. Parce qu'ils ne savent pas utiliser Facebook et les réseaux sociaux, etc. Et en réalité, il va trouver sa place, mais d'une manière un peu différente, et montrer qu'il est indispensable à l'entreprise, mais aussi aux gens de l'entreprise, et donc à la société tout entière. Bon, très bon film alors. Je vais vous dire très honnêtement, alors c'est pas un très bon film, c'est un film américain qui est bien mené, avec de bons acteurs, un bon scénario, un happy end, donc c'est vraiment un film rassurant. Et de quoi discuter après. Et de quoi discuter après. Je veux dire que je suis allé le voir un soir où j'avais rien à faire, j'étais un petit peu déprimé, et c'est un film qui, contrairement à beaucoup d'autres, vous savez quoi, déprimé, un petit coup de mou, c'est un film qui m'a mis de bonne humeur. Bon, c'est bien. Et donc, rien que pour ça, un film qui met de bonne humeur, c'est déjà une très bonne... ça fait 3 films déjà. Ça fait 3 films. Et puis alors, si vous me le permettez, un coup de griffe qu'on peut ne pas aller voir. Un coup de griffe, qu'on peut même zapper le jour où ça passera à la télévision. Oui. Même s'il y a des choses beaucoup plus nulles sur les autres chaînes, on peut même éteindre complètement la télévision pour, par exemple, faire du repassage et on s'amusera davantage. Et prendre un livre. C'est dire. Alors, ce film, ça s'appelle Labyrinthe 2. Alors évidemment, pourquoi 2? Parce qu'il y a eu Labyrinthe 1 et qui n'était pas si mal que ça. En fait, Labyrinthe 1, c'était l'histoire d'un jeune homme qui arrive, qui est propulsé dans un labyrinthe mais gigantesque, avec une plaine au milieu où vivent quelques dizaines d'enfants ou de jeunes hommes et jeunes filles. Et ils essayent de s'en sortir, mais tous les soirs, les murs du labyrinthe bougent et s'ils ne sont pas rentrés à l'heure, ils se font tuer par des bêtes méchantes. Bon, évidemment, grâce à ce nouveau bonhomme, ils vont réussir à s'en sortir, happy end, et découvrir qu'ils sont la proie à un complot mondial armé par une société secrète qui s'appelle Wicked. Bon. Arrive le deuxième opus de cette série, et donc là on se dit qu'ils vont réussir à détruire Wicked, ou en tout cas à s'approcher, puisqu'il faut bien qu'il y ait un numéro 3, voire un numéro 4, donc on ne peut pas détruire Wicked au numéro 2. Bon. Et là, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils sont donc sauvés du labyrinthe, ils arrivent dans une sorte de repère dans lequel on leur dit qu'on va les sortir de là pour les emmener dans un monde meilleur. C'est le mythe du monde meilleur après. Et évidemment, le même garçon s'aperçoit qu'il y a anguille sous roche et que Wicked est toujours là, toujours ces gens de Wicked pour venir nous espionner. Et donc, il s'enfuit. Et là, il se retrouve projeté dans un monde qui est un monde en ruine, avec des méchants et des morts-vivants. Et oui, il y a des morts-vivants, ça aurait été étonnant, c'est très à la mode. Et donc, quelle est l'intrigue? L'intrigue est quand même intéressante parce qu'il faut voir jusqu'où ça va. C'est qu'une grave maladie est en train de ravager l'humanité. Il reste quelques millions d'hommes ici et là. Et donc, une structure de gouvernance internationale, Wicked, a été créée pour trouver un remède. Sauf qu'ils n'ont. Et donc, ils ont trouvé que certains enfants étaient immunisés naturellement, donc ils ont pris ces enfants et c'est eux qui étaient dans le labyrinthe. Sauf que leur seul remède, c'est qu'on prend une partie du sang des enfants immunisés et qu'on l'injecte aux autres. Donc c'est un remède temporaire, ça n'est pas un remède définitif. Et il leur faut constamment de plus en plus de sang. Et donc en fait, ils vont emprisonner ces enfants naturellement humanisés pour guérir l'élite de l'humanité qui aura été désignée par eux-mêmes, bien entendu, avec des moyens accordés par l'humanité tout entière. Et donc les autres humains... Là, on est en plein délire transhumanisme qui n'ont pas été sauvés par Wicked, eux sont réduits à être une frange de clochards plus ou moins de luxe vivant dans les ruines
des grandes villes américaines. Mais en tout cas, ça peut nous inciter à réfléchir sur les structures de gouvernance internationale qui ne sont pas, si j'ose dire, surveillées ou nommées par un pouvoir démocratique, mais par des pouvoirs autocratiques ou administratifs. Vous savez, c'est même après-guerre, on parlait de la guerre tout à l'heure, ces pouvoirs, y compris sous Vichy, qui pensaient que finalement, c'est pas le peuple qui sait, mais que ce sont les fonctionnaires qui savent, ce sont les sachants, hein, les techniciens, les ingénieurs. Et donc, il fallait, eux, aller tout faire mieux que les autres, et que c'était donc pas la peine d'être dans un système démocratique, puisque le peuple ne sait pas. Bon, ben, Wicked, c'est la même chose, finalement, donc c'est finalement une sorte de fascisme post-moderne, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Alors l'idée n'était pas idiote, la mise en scène est ridicule, le scénario d'une faiblesse abyssale. Bon. Et puis ces morts vivants qui traînent ici ou là, c'est absolument grotesque. Merci. Donc on peut largement s'en extraire, et encore une fois, même éteindre la télé ce soir-là pour faire ce passage, on en prendra plus de plaisir. Merci Maxime, vous nous avez épargné du temps et de l'argent. Alors je résume, L'homme rationnel de Woody Allen, Le nouveau stagiaire, Elzer, un héros ordinaire. Voilà, et je vous invite à voir ou à acheter sur internet le dernier film de notre ami Cheyenne Caron, Patrie, qui est vraiment un très grand film. Et là, c'est un film à voir en famille, parce qu'il y a matière à dire beaucoup de choses sur ce film. C'est l'histoire de deux jeunes garçons de 16-17 ans à qui l'on interdit en quelque sorte d'avoir une patrie. Un jeune blanc qui est un jeune français qui est obligé de quitter sa campagne pour que sa mère puisse trouver du travail, donc il va en grande banlieue et il essaye de se lier amitié avec un Africain qui lui fait partie d'une bande, et dans cette bande, certains accueillent le jeune Français et d'autres n'en veulent pas, et ce qui fait qu'il se fait castagner. Et ce jeune Africain, lui, n'a qu'un rêve, c'est de retourner au Cameroun. Donc c'est vraiment l'histoire... C'est en fait la question du déracinement. Du déracinement, c'est l'histoire de l'exil que nos sociétés contemporaines imposent à tout un chacun. Voilà. Et c'est sûrement formidable. Et moi, ça s'appelle Patrie au pluriel. Mais je le verrai généralement chez Yann Caron. Et remarquable. Avec beaucoup d'intelligence. Tous les sujets. On dit rarement ça, mais beaucoup d'intelligence, des sujets complexes et d'actualité. Et une musique extraordinaire, Anima Christi. Une musique, c'est un très vieux chant français qui est chanté par un groupe remarquable qui sous-tend tout le film, puisque c'est un film chrétien. Merci beaucoup, amis de TV Liberté. Merci Maxime Gabriel. Et à très vite pour une autre rubrique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique, je lis, donc je suis. Nous partons au Moyen-Orient avec un guide, un très bon guide, Lina Mour-Némé. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes professeure à l'université libanaise à Beyrouth. Vous écrivez des livres, vous êtes spécialiste de l'islam, historienne et politologue, et vous écrivez des livres qui disent la vérité, une certaine vérité qui est souvent occultée sur l'islam et les grands mouvements tectoniques actuels. Vous dites bien les grands mouvements tectoniques. Oui, je crois que on est devant un mouvement tectonique, et je crois que peu de gens sont conscients de cela. Évidemment, en tant que Libanaise, vous êtes beaucoup plus à même d'être consciente de ce mouvement tectonique. Je suis libanaise et je suis française, et peut-être que c'est ça qui me rend consciente, parce que je m'aperçois qu'en France, les choses sont beaucoup plus difficiles qu'au Liban. Ah oui? Absolument.
Les problèmes que j'ai eus avec les islamistes ont surtout été en France, pas au Liban. Au Liban, les musulmans s'entendent très bien avec nous. Ah oui. Oui. Alors qu'ici, si vous avez lu le chapitre sur Tariq Ramadan dans ce livre, bien sûr. Avoir des centaines de personnes qui nient une chose aussi connue que l'existence d'un hadith, que Tariq Ramadan dit ça n'existe pas dans le hadith, et que toute la salle dit oui, alors que ce sont des gens qui savent bien qu'il ment. Que tous se mettent contre quelqu'un qui dit la vérité, ça c'est pas quelque chose qu'on faisait chez nous. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait je n'avais pas cru que ça possible. Vous connaissez trop finalement. C'est peut-être ça. Disons que à force de vivre ensemble, chacun a des amis qui sont très bien. Oui. Chacun a choisi le meilleur de l'autre côté. Oui, oui. D'ailleurs, mes meilleures amies sont musulmanes. Et on a appris à s'apprécier. Et moi, si vous voulez, quand on parle des musulmans, mes amis musulmans sont plus extrémistes que moi. Moi, je ne suis pas extrémiste. D'ailleurs, je viens de vous dire, les musulmans sont plus menacés que les chrétiens. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va en venir à la famille Ramadan, parce que cette famille Ramadan a pour ancêtre tout simplement Al-Banna, le fondateur des frères musulmans. Ce qui est tout de même l'un des mouvements les plus fanatiques qui soit. Et à l'origine de beaucoup de choses aujourd'hui. Dont Al-Qaïda et Daesh. Dont Al-Qaïda et Daesh. Alors, vous avez l'une des richesses de ce livre. La première des richesses, c'est des photos extraordinaires et des photos de documents que vous avez trouvés. Vous avez recherché dans les archives américaines, françaises. Enfin, vous avez fait un travail de recherche qui est extraordinaire. Il fallait bien. Quand vous dites le contraire de ce que tout le monde entend, vous êtes obligé de le prouver. Oui, c'est ça. Oui. Vous êtes obligé d'être... Bon, ce que je dis est tellement contraire à ce que tout le monde entend que c'est, je sais pas, je vais être traitée de menteuse, excepté si je prouve avec des preuves massieuses. Alors, vous m'avez fait prendre conscience que ce qu'on nous avait raconté sur le Biafra, qui était donc le drame du Biafra, avec toute cette famine qui a tué des milliers de Biafrais, on nous a toujours dit, j'étais très jeune à l'époque, on nous a toujours dit c'est la famine, voilà, ces gens sont très pauvres. En fait, vous nous apprenez autre chose. Oui, le Biafra, d'abord, il faut savoir que c'est le Nigeria. Voilà. C'est la partie qui contient le plus de pétrole au Nigeria. Voilà. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu des ambitions internationales. C'est vrai qu'il y a eu une famine, il y a eu aussi des bombardements, mais la famine était due à un barrage. Disons, on ne permettait pas à la nourriture d'entrer. Voilà. Donc on a affamé sciemment toute une population. Oui, c'est ça. Et ils ont fini par se rendre le 15 janvier. Et ce qui m'a beaucoup fait souffrir, c'est que cette même date du 15 janvier était la date de l'ultimatum donné par George Bush à l'époque de la guerre contre Saddam. George Bush père, il lui avait dit qu'il avait jusqu'au 15 janvier, je pense 1990 ou 91, je ne me rappelle plus exactement l'année, mais c'était l'époque de la guerre du Golfe. Donc il a choisi pour ultimatum la reddition du Biafra, sans le savoir évidemment, mais la reddition du Biafra, c'était la même situation. On a parfois en histoire, on a des coïncidences historiques, c'est comme si elles étaient là pour nous dire « faites attention, c'est la même chose oui. ». Et là, si vous remarquez, dans les deux cas, c'était une petite région qui avait fait sécession, parce que le Koweït, c'était une partie de l'Irak. Bien sûr. Une petite région qui avait fait sécession, qui était riche en pétrole, qui était occupée. Et dans le cas du Biafra, il y a eu 2 millions de morts et personne n'a bougé, excepté la France. Dans le cas du Koweït, le monde entier a fait une croisade. Ils ont même vendu un pays, le Liban, en échange de l'aide de Hafez al-Assad, le dictateur syrien de l'époque. Oui. Et entre parenthèses, puisqu'on ouvre le sujet, Hafez al-Assad avait pour alliés des gens qui aujourd'hui combattent son fils.
Donc son fils, c'est pas la même chose que lui. Ouais. C'est important de le savoir. C'est QFD. Alors, vous reprenez l'historique, vous commencez l'historique finalement avec Khomeini. Nous sommes en 1979 et vous nous donnez cette déclaration dans laquelle tout est dit et tout est expliqué. L'histoire de tuer celui qui insulte Mahomet. Oh, il faut le lire parce que c'est très clair. Quand nous nous sommes soulevés, c'était pour l'islam et la République qui a été établie en Iran est une république islamique. Nous ne limitons pas la renaissance de l'islam à un pays déterminé, ni même aux pays musulmans. La renaissance de l'islam est une continuation de la renaissance des prophètes. Et la renaissance des prophètes n'est pas pour une région à l'exclusion des autres. Le saint prophète était fils du Hiras, mais sa mission est dans le monde entier. Donc, c'est tout simple. Dès le départ, le décor est planté. Leur mission, c'est de régner l'islam dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais disons, ça c'est Khomeini qui l'a dit. Maintenant, l'Iran est assez différent. L'Iran d'aujourd'hui n'est pas le même que l'Iran de l'époque de Khomeini. Bien sûr. Par contre, la relève, la succession a été reprise par les autres. Bien sûr. Après, il y a eu une relève et vous nous présentez aussi la naissance des frères musulmans en Égypte. Pouvez-vous nous raconter cela ? La naissance des frères musulmans en Égypte est bien antérieure à Khomeini. Oui. Elle a probablement même influencé Khomeini. Yes. Parce qu'en fin de compte, il y a une rivalité entre chiites et sunnites. Oui. C'est peut-être Khomeini est chiite, les frères musulmans sont sunnites. Non, le problème entre chrétiens et chiites est beaucoup moins grave que le problème entre chrétiens et sunnites. La majorité écrasante des chrétiens tués dans le monde, dans l'histoire, a été tuée par les sunnites et pas par les chiites. Au contraire, en général, chiites et sunnites sont du même côté parce qu'ils sont persécutés par la majorité. Les chiites ne sont pas très nombreux. Les frères musulmans, c'est un mouvement sunnite qui a été fondé par le grand-père de Tariq Ramadan dans le but de rétablir le califat, c'est-à-dire l'État islamique régi par la charia coranique. Donc c'est vraiment l'ancêtre de Daesh. Absolument. Ouais. Et en fait, Daesh remonte de droite, de façon assez directe, au mouvement de Hassan al-Banna, parce que d'abord, Daesh descend d'Al-Qaïda. Daesh, c'est Al-Qaïda Irak, amélioré ou empiré, vous pouvez utiliser le mot que vous voulez. C'est Al-Qaïda Irak. Devenu de plus en plus performant. Oui, et maintenant, Al-Qaïda Irak n'existe plus, c'est Daesh. Oui. Ensuite, Al-Qaïda elle-même est issue des idées des frères musulmans, et Ben Laden avait pour professeur de religion des frères musulmans, entre autres le frère de Sayyid Qutb. Il lisait les livres de Sayyid Qutb, qui était un frère musulman qui enseignait qu'il fallait envahir le monde et même tuer les musulmans qui pensaient autrement. Et c'est le moment Ben Laden était lui-même frère musulman, oui. Si l'on en croit l'actuel chef d'Al-Qaïda, qui était son mentor. C'est le moment où est publié un livre qui s'appelle Signe de piste, et ce n'est pas Serge Delins et ce n'est pas le prince Éric. Oui, Signe de piste, en fait, c'est une fausse traduction du mot Ma'alem fi Tariq. C'est ce livre-là qui a influencé Ben Laden et qui dit justement il faut propager l'islam dans le monde par tous les moyens. Et Ben Laden aurait pu être quelqu'un de très bien s'il n'avait pas eu de tel professeur. Parce qu'en fin de compte, il devait être étudiant. Il était étudiant ingénieur, il devait prendre la relève dans l'entreprise familiale de bâtiment. Oui. Et en fin de compte, il est devenu terroriste à l'université. Ça, c'est quelque chose qu'on leur enseignait. Imaginez si à la Sorbonne, section des sciences, section de la physique ou bien de l'ingénierie, on enseignait Sayyid Qutb, par exemple.
Bon, c'est ce qui arrive, c'est ce qui est arrivé puisqu'on a enseigné à la Sorbonne un certain nombre de révolutionnaires, notamment en Indochine. Ho Chi Minh a été instruit à la Sorbonne. Ah, non, là ils ont étudié ils ont étudié les œuvres de ces gens. Oui, exactement. Alors, vous nous racontez aussi, alors tout de suite, là, les deux grandes mosquées qui vont rayonner en Europe, c'est-à-dire Munich et Bruxelles, qui vont être des foyers de propagation de la foi musulmane énormes. Oui, Munich, c'est le père de Tariq Ramadan qui a fondé le centre islamique de Munich avec l'argent saoudien. Alors, comment est-ce que, pouvez-vous nous expliquer et faire ce retour en arrière sur la guerre d'Israël et des pays du Golfe, et puis après, le choc pétrolier. Pouvez-vous nous raconter ça, parce que on a complètement oublié, si tant est même qu'on a compris ce qui s'était passé. Non, vous n'avez pas compris parce qu'on vous a raconté autre chose. Voilà. Vous auriez compris si on vous avait raconté la vérité. Bien sûr. Oui. En 1973, quand il y a eu la guerre de Kippour, il faut dire d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas les habitudes des Juifs, c'est que le jour de Kippour, qui est aussi, en principe, un jour aussi pour les chrétiens, c'est le jour des expiations. C'est le seul jour où tous les Juifs jeûnent toute la journée. Oui. Donc c'est le jour où ils sont carrément fragiles. Donc ils ont été attaqués par l'Égypte et la Syrie en même temps. Et ils se sont trouvés en position de faiblesse. Du coup, les États-Unis leur fournissent un pont aérien qui leur fournissent 2 milliards de matériel. Oui, et surtout des avions qui leur ont permis de gagner la guerre. Alors qu'en temps normal, il était impossible de gagner cette guerre. Or, ils avaient promis aux Saoudiens, parce qu'ils refusaient aux Saoudiens des armes avant ça. Ils ont donné au Shah d'Iran. Ils n'en donnaient pas aux Saoudiens. Les Américains. Oui, ils se méfiaient à cause de leur idéologie wahhabite. Ensuite, les Américains, d'habitude, ils se choisissent un chouchou. Et ils le chouchoutent et pas... Ils ne chouchoutent pas tout le monde en même temps. Bien sûr. Et ils dressent les uns contre les autres. Donc la guerre a lieu, l'Égypte et la Syrie sont battus. Et Faisal s'est fâché. Et comment le roi d'Arabie s'est fâché. Et comment il a réagi? Il a piqué une colère et il a poussé les pays du cartel, les exportateurs, des pays exportateurs de pétrole, à hausser les prix et en plus à faire un blocus. À tripler les prix. Ils ont d'abord fait un blocus. Oui. Et ensuite, pour compenser le manque à gagner, ils l'ont fait payer à l'Occident et ils ont fait monter les prix progressivement jusqu'à arriver à ce triplage. Et même par la suite, c'est devenu plus encore. Oui. C'est ça qui a produit le choc pétrolier. Il y a eu également des menaces. Maintenant, je vous raconte quelque chose qui n'est pas dans le livre Fatwa et caricature, mais c'est à l'origine de tout ce qui arrive. Finalement, c'est la guerre du Liban, mais à l'origine de la guerre du Liban, c'est le pétrole. C'est que là, il a été question de résoudre l'affaire palestinienne en leur donnant un État. Il n'était pas possible de prendre un État sur les terres israéliennes à l'époque de Golda Meir. Il a été donc question de diviser le Liban, de donner une partie à Hafez al-Assad pour qu'il accepte de collaborer. Une partie, le Liban Sud, deviendrait un État palestinien. La Syrie prendrait le nord et la Beka. Et il y aurait un petit réduit chrétien, et il y aurait aussi un réduit pour le prince druze, pas prince, le seigneur de guerre druze Romblot, pour qu'il accepte d'attaquer les chrétiens et qu'on puisse dire qu'il y a une guerre civile, parce que ce n'était pas une guerre civile. D'ailleurs, on a appris qu'elle allait commencer quand les ambassadeurs des États-Unis et de l'Union soviétique spécialistes des guerres civiles ont débarqué, Godley et Soldatov, et on a commencé à dire il va y avoir la guerre dans 6 mois. Vous montrez comment on s'installe avec cet argent du pétrole, puisque tout d'un coup, les monarchies se retrouvent richissimes, donc elles ne vont pas utiliser cet argent pour le bien-être de leur population, non, elles vont utiliser cet argent pour envahir l'Europe de mosquées, de livres. Vous nous racontez Radio Orient, qui est créé par le grand ami de M. Chirac, Rafik Hariri. Qui est acheté. Elle a été créée, elle a été fondée par un musulman libanais qui n'était ni islamiste ni rien, qui voulait de la culture. Et c'était une radio de culture au début. D'ailleurs, moi-même, j'ai été interviewée à l'époque
sur cette radio avant que Hariri ne l'achète. Puis Hariri a acheté la majorité des parts, ce qui est illégal d'après la loi française, mais un étranger n'a pas le droit. Oui, normalement, oui. Mais il était l'ami de Chirac, qui était à l'époque le maire de Paris. Et il s'est mis à injecter de l'argent. À l'époque, il a injecté chaque mois beaucoup d'argent pour acheter du matériel et des antennes un peu partout, jusqu'à couvrir l'Europe. Tout ça a été un vecteur d'une puissance extraordinaire. C'est aussi le moment de la création de l'Institut du monde arabe. Non, c'est un peu avant. Un peu après. Oui. Un peu après. Mais il faut dire que quand il a créé Radio Orient, il faisait passer des sermons en arabe, des sermons radiodiffusés de la Mecque, où on enseignait le racisme et où on disait aux gens tu es l'infidèle. Ils enseignaient à mépriser le chrétien, le juif. Ils disaient par exemple que personne n'a à demander des comptes à quelqu'un qui tue son fils sous les coups. Par exemple. Et puis, vous annoncez aussi la publication d'un livre du grand prédicateur de Médine, El-Jazairi. Abou Bakr El-Jazairi. Le problème, c'est pas que j'annonce la publication, j'annonce tout le temps ses rééditions et ses traductions innombrables. Innombrables, oui. Et il est édité et réédité à Paris depuis 1984, il me semble, 85, et diffusé à des dizaines, des centaines de milliers d'exemplaires, et certainement chaque copie est prêtée on le trouve partout, dans toutes les langues. Et c'est un livre extrêmement dangereux, puisqu'il est dit qu'il est permis de tuer l'infidèle. Non, il est exigé de tuer l'infidèle. La nécessité de la guerre sainte, l'éloge de l'esclavage. Vous avez des pages très, très claires, on comprend pourquoi la femme musulmane doit être violée, être voilée, parce qu'en fait, seul l'esclave est nu. Oui, c'est l'esclave qui doit être nu. Oui. Et l'esclave n'est pas musulmane, elle est chrétienne ou juive ou bouddhiste, ou autre. Ouais. Mais l'esclave est nu jusqu'au nombril. Évidemment, ils prétendent que c'est pour faciliter son travail ménager, parce que vous savez, ils tuaient les hommes, et les veuves et les orphelins. Ils les réduisaient en esclavage. On vous dit, comme ils sont bons envers les veuves et les orphelins. Bon, il y a des musulmans qui sont très bons envers les veuves et les orphelins. Ma belle-mère était veuve. Et elle dit que ceux qui l'ont le mieux traité, qui ne l'ont pas arnaqué, étaient des musulmans. Mais c'est pas au sujet, c'est pas général. Bien sûr. Leur texte parle des veuves et des orphelins musulmans. Les autres, ils sont à vendre. Parce qu'en fin de compte, quand vous avez tué les hommes... Comment expliquez-vous que l'Europe batte sa coulpe? Il y a une accusation de l'Europe au sujet de l'esclavage au XVIIe, au XVIIIe siècle, mais qu'on cache absolument sous silence l'esclavage actuel, contemporain des musulmans. D'abord, il y a l'esclavage actuel contemporain. Ensuite, il y a une chose qu'il faut dire au sujet du Soudan, c'est que ce pays, quand les Arabes ont envahi ce pays, les Soudanais n'avaient pas, ils leur ont imposé un impôt tellement lourd pour qu'ils les autorisent à rester chrétiens, parce que les Soudanais étaient chrétiens. Et ils leur ont imposé un tribut tellement élevé, ce qu'on appelle la jizya, qu'ils ne pouvaient pas le payer. Ils leur ont dit, alors payez avec vos enfants. Et chaque année, ils devaient payer un impôt de 360 enfants. Oui, enfants jeunes, même pas petits, ni petits ni grands, jeunes, adolescents. Oui. Des deux sexes, les filles violées évidemment. Et ça a duré des siècles. Il y a eu une saignée épouvantable du Soudan de cette façon. Vous vous rappelez que Tariq Ramadan... qui dure encore. Qui dure encore. Ouais. Oui, donc quand vous avez cité Tariq Ramadan, quand je lui ai posé la question, est-ce qu'il faut avoir des esclaves? Parce que le Coran dit qu'il faut... il dit de coucher avec les esclaves dans la sourate des femmes. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut coucher avec les esclaves? Ou avoir des esclaves, ou épouser 4 femmes, tout ça c'est dans un même verset. Il a évité de répondre à tout, il a juste accusé l'Occident. Il a dit tout le monde a pratiqué l'esclavage, mais ça n'existe plus. Il dit mais si, ça existe encore. Oui, c'est ça. Ils utilisent la culpabilité de l'Occident et pour éviter de parler de leur propre comportement. Alors que son ami Tourabi
Ton ami Tourabi pratiquait l'esclavage à l'époque. Et vous montrez qu'il a justifié la lapidation la lapidation dans le monde, carrément. C'est son frère Hanif qui a justifié effectivement la lapidation à plusieurs reprises dans le monde et dans d'autres journaux. Tariq Ramadan, sommé par Sarkozy de nier ce qu'avait dit son frère, n'a pas nié. N'a pas nié, bien sûr. Il a dit « je veux un moratoire ». Il sait très bien que c'est impossible. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis vous analysez le scénario des caricatures, avec les caricatures au Danemark et puis toutes celles qui ont suivi, et les effroyables conséquences que cela a eu, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu des caricatures, des gens sont morts partout dans le monde. Oui, surtout au Nigeria. Surtout au Nigeria. Au Liban, on a eu un pogrom avec un mort qui s'est jeté par la fenêtre d'un immeuble incendié par les islamistes. Ils étaient venus pour casser, vous voyez les photos qu'il y a dans le livre, ils étaient venus avec des pics. Ils se sont mis à casser dès le début. D'ailleurs, ils étaient tellement bêtes qu'ils ne savaient même pas où ils allaient. Ils se sont mis à demander au concierge du quartier, au concierge au pluriel, où est l'ambassade du Danemark. Oui. Et ils ont brûlé, ils ont cassé dans pas mal d'immeubles avant d'y arriver, ils ont mis des heures à y arriver, et dans l'immeuble de l'ambassade du Danemark, ils ont brûlé le bloc où ne se trouvait pas l'ambassade. Le consulat. Et Lina Moore, ce livre « Fatwa et caricature, la stratégie de l'islamisme », c'est publié aux éditions Salvator. Vous voyez la situation comment aujourd'hui? Vous êtes soulagé qu'une autre grande puissance essaie de mettre un frein à l'expansion de Daesh? Je serais soulagée si cette autre grande puissance ne changeait pas de stratégie régulièrement. Non, en fait, ils gardent la même stratégie, mais ils changent d'alliés. Les Américains ont toujours la même stratégie, qui est de soutenir les islamistes, les pires islamistes, quels qu'ils soient, toujours. Toujours. Oui, mais ils changent d'alliés. Alors là, ils peuvent dire que nous combattons l'islamisme. Non, ce n'est pas vrai. Ils combattent Daesh et ils vont fortifier Daesh. C'est comme... D'abord, s'ils les combattaient vraiment, est-ce qu'ils n'auraient pas pu jeter une bombe sur la colonne de Daesh qui traversait le désert pour aller attaquer Palmyre? Bien sûr, c'est une toute petite piste et c'était facile. Et Palmyre est une ville stratégique. Mais il y a un fait nouveau, c'est l'arrivée dans le conflit et l'intervention de la Russie. Je ne suis pas... Tout le monde est content, comme tout le monde était content que les Américains interviennent. Moi, je n'étais pas contente que les Américains interviennent, et maintenant, je ne suis pas contente. C'est pas parce que je suis contre la stratégie de Poutine. Je suis sûre que beaucoup de Français préféraient avoir échangé Poutine contre Hollande. Je suis certaine, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pas parce que, et je ne suis pas en train d'attaquer Hollande ni de défendre Poutine. Je suis en train de parler de généralité. De ce que les gens disent. Cependant, j'ai peur. Oui, vous voudriez que les grandes puissances cessent de s'occuper de cette région? J'ai peur. Non, j'ai même pas peur de l'intervention de la Syrie, j'ai peur pour la Syrie. Parce que la Syrie, maintenant, un spécialiste disait l'autre jour, malheureusement j'ai oublié son nom, il disait que l'Ukraine... séparée de la Russie, c'est des dizaines de milliers de Slaves qui vont être contre la Russie, alors que la Russie elle-même a des guerres internes qui sont menées au nom du djihad. Et vous savez qu'il s'est trouvé une femme dans les pays arabes, je ne comprends pas comment elle est une intellectuelle, pour dire que pour résoudre le problème de l'adultère, il faut procurer au mari des esclaves et aller les chercher en Tchétchénie et dans ces pays-là. Des esclaves, c'est-à-dire des prisonnières de guerre. Parce que la prisonnière de guerre égale esclave pour eux. Et ça, c'est une constante depuis des siècles. C'est depuis plus de 1000 ans, depuis un millénaire et presque un millénaire et demi. Depuis 1000 ans. Lina Moore-Némé, merci de nous avoir appris tant de choses. Fatwa et caricature, la stratégie de l'islamisme, publié aux éditions Salvator. Vous commencez un nouveau livre? Je prépare une suite de fatwas et caricatures pour raconter, disons, les choses de façon un peu plus terre à terre.
et donner des exemples de cas où Daesh aurait pu exister au Liban, par exemple. Il y a quelques années, il y a eu une mini-guerre qui avait pour but de créer un mini-État islamique. À ce moment, il n'aurait pas été en Irak, il aurait été au Liban. Chez vous, oui. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? L'armée libanaise. L'armée libanaise. L'armée libanaise multiconfessionnelle. Oui. Et les soldats musulmans de l'armée libanaise sont le point de mire des islamistes, bien plus que les chrétiens. Et ce que Daesh et Nusra ont égorgé l'été passé, c'est la photo des musulmans. C'est la photo de votre couverture, c'est ce jeune djihadiste français qui assassine un musulman. Oui, qui assassine un musulman. Merci beaucoup Lina Moore-Némé. Amis de TV Liberté, lisez ce livre et vous apprendrez bien des choses sur cette époque et notre temps. Merci beaucoup Lina Moore-Némé et bon retour au Liban. Et merci d'être venu sur TV Liberté. Et merci de m'avoir invité. À très vite, amis de TV Liberté, pour une autre rubrique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons la joie de recevoir Julia Lebrun. Bonjour Julia. Bonjour. Julia est une jeune personne très calée, qui a fait Sciences Po, qui a fait une école de commerce et qui a fait le conservatoire de musique depuis sa tendre enfance. Oui, depuis que j'ai 6 ans. Et qui a décidé de nous faire partager sa passion de l'opéra. Et elle a créé un site internet et une organisation qui s'appelle levoyagelyrique.com. Alors, d'abord, chère Julia, c'est très étonnant ce parcours musique, Sciences Po et école de commerce. Vous avez voulu d'abord sortir de la musique. Comment ça s'est passé? Il y avait plusieurs choses. D'une part, j'ai fait Sciences Po parce que ça m'intéressait, oui. Notamment les cours d'histoire. Oui. Et en plus, j'avais une petite idée derrière la tête qui était d'essayer de travailler dans un opéra, notamment dans l'administration d'un opéra. Ah oui. Donc en travaillant à Sciences Po et ensuite en complétant avec une école de commerce en communication, j'avais l'espoir d'essayer de travailler au service communication d'un opéra. Donc ça, c'était une petite idée que j'ai eue. Donc rentrer dans la maison voilà, par l'administration. Par l'administration, c'est une bonne idée, oui. C'était une bonne idée, peut-être pas une si bonne idée que cela, parce que les places sont rares et sont chères. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce parcours qui paraît assez étonnant. Donc vous avez créé votre propre activité, ce qui est la meilleure façon de faire ce qu'on aime. Tout à fait. Le voyage lyrique, parce que vous partez du point de vue que il y a beaucoup d'idées reçues sur l'opéra et que cet opéra, ça reste, j'ai envie de dire, le château de la Belle au bois dormant et qu'il faut conduire les amateurs vers ce château. Moi-même, je suis tombée dans l'opéra assez jeune, un petit peu toute seule. Bon, m'y a aidé, mais l'essentiel du travail, je l'ai fait toute seule parce que j'ai eu quelque chose qui m'a attirée sans vraiment savoir quoi. C'était au fond de moi. Et du coup, j'ai partagé cette passion autour de moi. J'ai rencontré beaucoup d'incompréhension, évidemment, notamment au collège et au lycée. Ah oui, là, on vous a regardé comme un ovni. Évidemment, quand on parle de grands chanteurs comme Dietrich Fischer-Dieskau à 12 ans, les gens ne comprennent pas. Dietrich quoi? C'est une star du rock ou une star du rap? Non. Et en même temps, j'ai rencontré aussi des gens de tous âges qui m'ont dit ça a l'air passionnant de la manière dont tu le racontes, tu as l'air d'adorer ça, j'aimerais bien en connaître un peu plus, mais on m'a jamais amené vers ça, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, je sais pas comment avoir des places, je ne sais pas également quel spectacle choisir parce que je cherche le programme et il y a plein de choses dont j'ai jamais entendu parler. Et
j'ai une amie également qui m'a dit tu devrais faire des petites présentations d'opéra dans les bars. Je suis sûre que les Parisiens aimeraient ça. Donc tout ça m'a amené à me dire que peut-être que ça pourrait marcher de faire des conférences sous des formes très variées, des ateliers pour faire découvrir l'opéra aux gens. Et pour leur donner également des éléments de compréhension à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit des gens qui ne connaissent pas du tout ou des gens qui vont régulièrement mais qui ont besoin d'en savoir plus, d'avoir une approche un peu plus intellectuelle. Donc je mélange un peu les deux, à la fois l'approche intellectuelle et l'approche sensitive, essayer de faire passer la passion. Le coup au cœur. Oui. Le coup au cœur, la passion pour les chanteurs également. J'ai un certain nombre de chanteurs qui sont restés ici et que voilà, j'essaye de faire découvrir. Alors, ça sera Placido Domingo, par exemple, qui est mon idole depuis toujours. Et généralement, quand je travaille beaucoup avec la vidéo, parce que moi, j'ai découvert l'opéra avec la vidéo, il y a les sous-titres, il y a des super mises en scène. Et quand je remonte des vidéos de Placido Domingo, généralement, ça fonctionne à tous les coups. Ça fonctionne toujours. Ah oui. Ça fonctionne. J'ai souvent eu ce même comportement que vous, parce que j'adore aussi l'opéra, de faire découvrir l'opéra à des gens complètement tout à fait éloignés de ce monde-là, et à chaque fois c'est le choc. C'est le choc. Si on choisit bien. Si on choisit bien. Si on choisit bien, il n'est pas question de les lancer dans Parsifal la première fois. Il faut mieux commencer par les maîtres chanteurs. Mais peut-être que la Traviata serait quand même plus adaptée. La Traviata. Oh non, mais je parle de Wagner. Alors, c'est très bien parce qu'en fait, vos motifs, c'est la générosité, le partage et la passion. Vous fonctionnez. C'est pour ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Parce que j'arrive à faire passer cette passion. Alors, votre public, c'est qui vous touchez, qui vous suit, qui vous invite à de faire ces conférences? Alors, il y a en particulier les universités du temps libre. Oui. Bon, là, c'est un public déjà assez âgé, qui n'est plus en activité et qui va en profiter pour redécouvrir des choses qu'il ne connaissait pas. Je travaille également avec les centres culturels, et là, il y a un public beaucoup plus varié. Ça va de 20 à 50 ans, qui vient le soir et qui a envie de se changer les idées en découvrant autre chose. Ouais. Et des particuliers également, parce que je travaille sur Internet, sur Skype, j'ai notamment avec des Américains avec aussi. Des Américains, oui, j'ai fait des présentations d'œuvres via Skype avec des extraits vidéo, comme je le fais dans les conférences, mais sur Internet. Ça, c'est inouï. Et puis les comités d'entreprise. Et les comités d'entreprise. Où là, je fais des interventions plus courtes, 1 heure, 1 heure et demie, le midi, sur leur temps de déjeuner. Ils viennent découvrir soit l'opéra de manière générale, soit une œuvre, une présentation de La Flûte enchantée, d'Othello. Et ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. Qui marche très très bien. Et vous organisez aussi des petits groupes pour aller à l'opéra, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'aller à l'opéra. Oui, j'ai eu une demande depuis l'année dernière de gens qui me disaient bon, maintenant on aimerait bien mettre en application ce que vous nous avez appris. Oui. Et donc depuis l'année dernière, j'organise des soirées où donc je prends des places d'opéra, mais je réunis les gens avant et on discute autour d'une coupe de champagne. Je leur présente l'œuvre pendant 3/4 d'heure. Et ensuite, on va ensemble à l'opéra. Donc, j'ai commencé l'année dernière et cette année, j'ai vraiment rationalisé la chose et je fais plusieurs sorties à l'Opéra Bastille et au Théâtre des Champs-Élysées, qui est une salle que j'aime énormément, qui est plus intime, plus chaleureuse que l'Opéra Bastille. Bastille, oui, bien sûr. Alors, vous avez, on va montrer aux téléspectateurs comment vous procédez en passant un petit passage où vous expliquez une œuvre d'abord, et puis après vous expliquez le passage, le morceau que vous avez choisi. Et il s'agit là de Nessun Dorma de Turandot de Puccini.
avec des illustrations sonores de... Vidéo. Toujours vidéo avec moi. Toujours vidéo, ouais. Et alors vous venez avec votre projet vidéoprojecteur ou comment vous faites vous? Je viens avec mon ordinateur, mes vidéos, mes extraits vidéo et je représente une bonne quantité d'extraits dans les plus belles mises en scène, avec les sous-titres, les gros plans, des beaux décors, des beaux costumes. Et je leur montre évidemment les chanteurs que je préfère et les extraits que je préfère. Et je présente le compositeur et l'œuvre, et le contexte musical, un petit peu de musicologie, un petit peu de récit, d'histoire. Enfin, j'essaie de mélanger les éléments très intellectuels, historiques, quand même, pour qu'il y ait du fond. Et les éléments musicaux, présenter un petit peu l'orchestre, essayer d'inciter les gens à écouter certains instruments. Écouter, à ce moment-là, il y a le violoncelle, la préparation, l'intervention du hautbois. Oui, aller à l'opéra, écouter un opéra sans avoir lu le livret d'abord, sans... Le livret ne suffit pas, c'est-à-dire que je connais beaucoup de gens qui disent je lis le livret, mais tout ce qu'on fait en lisant le livret, c'est couper, c'est rompre le suspense. C'est la partie intellectuelle, vous avez raison. Mais il faut aussi écouter, c'est très important pour habituer l'oreille. Oui, absolument. Et le bonheur en est décuplé. Ah, la première fois que j'ai entendu Parsifal, par exemple, j'ai entendu à la télévision. Je voulais absolument l'écouter parce que j'avais une place pour aller voir Placido Domingo que je n'avais jamais vu sur scène. J'avais cette place pour l'Opéra Bastille et je me suis dit je vais me préparer, j'écoute Parsifal. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je me suis dit c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Mais comment il peut chanter quelque chose pareil? Et donc je me suis dit bon, si Placido Domingo chante ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose à sauver de cette œuvre. Alors je prends mon courage à deux mains, je prends la partition d'orchestre et j'écoute tout Parsifal et j'analyse les différents thèmes musicaux, les leitmotifs wagnériens. Et au bout d'une semaine de vacances, j'étais toujours pas convaincue, mais je commençais à accrocher un peu. Et bon, finalement, donc j'ai atterri à l'Opéra Bastille, dans mon fond de parterre. Et j'ai pleuré pendant les 5 heures de l'opéra. J'étais émue, je reconnaissais les thèmes, le thème de la foi, le thème de la scène. Et j'étais émerveillée. Et évidemment, je ne l'aurais pas été si je n'avais pas fait cette préparation avant. Donc là, c'est vraiment un exemple évident de la nécessité de se préparer. Vous savez qu'il y a un couple de grands musicologues qui a fait ça pour Jean-Sébastien Bach. Oui. C'est Brigitte et Jean Massin. Vous n'étiez pas nés, mais moi j'ai écouté pendant des années Brigitte et Jean Massin nous introduire à l'œuvre de Bach en nous faisant justement reconnaître les leitmotifs. Et c'était extraordinaire. Bach est aussi quelqu'un qui a besoin d'une initiation. Voilà. Et donc vous marchez sur les pas d'ancêtres remarquables, parce que Brigitte et Jean Massin, c'était une personnalité extraordinaire. Alors on va vous écouter maintenant dans votre fonction et en l'état, donc présenter Puccini et Nessun Dorma. Nous allons maintenant réentendre ce morceau, à la fois intime, sensuel et rayonnant. Écoutez, il commence tout doucement, dans un murmure, alors que le ténor répète ironiquement les cris du cœur que nul ne dorme. L'orchestre est alors très réduit. Il crée un tapis musical moelleux et doux, une ambiance chaude de nuit d'été. Et si vous faites bien attention, vous verrez que les courbes enveloppantes de la voix du ténor s'enroulent autour des phrases montantes des violons, qui sont autant d'élan d'espoir. Calaf est sûr de sa victoire prochaine. C'est un air à la fois sensuel et presque coquin, car le ténor imagine sa belle princesse allongée sur sa couche et rêvant des étoiles qui tressaillent d'amour et d'espérance.
vient d'être donnée à la télévision, Julia Lebrun vient d'être donné un opéra dans l'aéroport de Milan. C'était l'Élixir d'amour de Donizetti, c'était joué admirablement, mais j'ai eu une infinie pitié pour les chanteurs qui devaient quand même être très malheureux de chanter dans ce bruit, dans ce Capharnaüm qui est un aéroport. Il y a énormément de projets comme ça. Il y a eu la Bohème à Berlin également, des projets qui ont pour but d'essayer de faire venir l'opéra aux gens. Parce que les gens ne viennent pas à l'opéra, donc on inverse le processus, on met des micros aux chanteurs et on les fait se balader dans les rues. Bon, moi je trouve ça absolument absurde. Oui, parce que pourquoi pas l'opéra, c'est déjà une partie de la magie. C'est Wagner qui a essayé de montrer que lorsqu'on allait à l'opéra, c'était une expérience quasi mystique, qu'il fallait se concentrer, qu'il fallait rentrer dans l'ambiance. Même quand on va au cinéma, on ne fait pas autre chose, on ne se balade pas. Et je pense que ça va complètement à l'encontre de l'expérience qu'on peut avoir lorsqu'on va à l'opéra, parce qu'il faut rentrer dedans. C'est pas une musique qui s'écoute en musique de fond. Non. Au contraire, même en musique de fond, c'est presque inaudible. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Mais bon, l'idée, c'est de montrer que l'opéra peut être accessible. Tous les moyens sont bons. Mais là, c'est presque un peu désacralisé d'une certaine manière. C'était très désacralisé. Mais c'était le but en même temps, de désacraliser. Mais, cela dit, les spectateurs étaient tous des grands mélomanes. Oui, au bout du compte, c'est ça. Donc on a fait venir que les mélomanes. Comme on fait des diffusions sur les grands écrans de télé, parce sur les fait, scènes, votre préparation est nécessaire. C'était la justification de votre travail. Alors vous avez écrit aussi, Julia Lebrun, vous avez écrit un livre qui s'appelle Les Chevaliers d'Apollon. Et j'ai regardé un petit peu cette bataille entre les Apolloniens et les Dionysiaques. Alors expliquez-nous un petit peu ça. Il n'est pas encore publié, ce livre. Il n'est pas encore publié. Oui, vous cherchez un éditeur. Il est toujours en recherche. Donc, nous faisons un appel, mais racontez-nous cette... C'est un livre assez, on va dire, original, parce qu'il a un ton assez léger. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui l'ont lu me disent, c'est vrai que c'est assez jeune. Il y a toute ma passion pour l'opéra qui passe dans le livre, mais en même temps, j'ai énormément d'expériences personnelles que j'ai fait passer dans ce roman. C'est un roman d'aventure qui se passe dans le milieu de l'opéra. Oui. Et j'ai essayé de montrer un peu l'opposition, la manière de vivre la musique. On a ces amis, dont l'héroïne qui est Maria, est une passionnée d'opéra, qui vont dans le monde entier voir des opéras et qui écoutent de la musique chez eux. C'est un peu vous, oui, c'est beaucoup moi. C'est beaucoup Julia. Et par opposition, on a le vilain méchant qui s'appelle Marsyas. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en mythologie, c'est un petit clin d'œil parce que Marsyas a été écorché vif par Apollon parce qu'il avait osé essayer de se comparer à Apollon. Et Marsyas est un agent artistique d'une chanteuse de variété. Et lui, son but, c'est d'utiliser la musique pour marquer les foules. Mais j'ai un peu l'impression que c'est ça, que lorsqu'on voit toutes ces musiques violentes qui passent, ce sont des musiques qui sont faites pour parler uniquement au corps. Et pour mettre les gens dans une espèce de transe, alors que la musique classique parle, à mon avis, à la fois au corps et à l'esprit. Et à l'âme. Et à l'âme. Oui, et à l'intellect aussi. C'est un mélange harmonieux. Il ne faut pas seulement le corps, il ne faut pas seulement l'esprit, il faut un mélange des deux. Et les musiques actuelles sont vraiment là pour abrutir, dans le sens où ça ne parle que au physique. Donc j'ai fait cette opposition entre les deux, et donc il va y avoir un combat pour aller découvrir un manuscrit, qui est évidemment un manuscrit de Wagner. Je me suis un petit peu amusée sur les clins d'œil sur les romans d'aventure. Et donc les deux équipes vont essayer de courir après ce manuscrit qui est assez mystérieux parce qu'il semble ouvrir une porte vers un autre monde. Très très bien. Non, je pense que j'ai très envie de vous lire. Ça me paraît
Parce que cette opposition entre les apolloniens et les dionysiaques, on le retrouve même dans certaines œuvres. Je pense à Tannhäuser, l'ivresse, l'air fameux de l'ivresse, c'est proprement dionysiaque. Tout à fait. On est en transe quand on écoute ça. Et puis après, il y a la prière, les pèlerins, et cela change complètement, et là, ça redevient apollonien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut un mélange des deux. Oui. Il ne faut pas être uniquement dans la transe, mais la musique classique a aussi des effets physiques. C'est ça que j'ai aimé développer. Et que vous expliquez très très bien. Alors, chers amis de TGV Liberté, vous allez sur le site de Julia Lebrun, levoyagelyrique.com, et donc vous découvrirez toutes les possibilités pour voyager en musique, aller à l'opéra, ou tout simplement, de chez vous, écouter de la musique, puisque c'est vrai qu'on a de plus en plus d'opéras. Moi, j'ai découvert l'opéra chez moi. Bien sûr, on a sur le petit écran. Sur le petit écran. Maintenant, il y a le grand écran, puisque il y a le cinéma. Présenter cette opération cinéma. C'est le Metropolitan Opera de New York qui a lancé ce projet il y a plusieurs années de diffuser en direct de la salle dans les cinémas d'abord américains et ensuite cinéma du monde. Tous les cinémas du monde, il y a plus de 60 pays maintenant. Et c'est passionnant parce que à la fois on a les gros plans, le côté très présent des chanteurs, on les voit comme s'ils étaient en face de nous, comme on les voit jamais à l'opéra. Et en même temps c'est en direct, on conserve l'enthousiasme du direct avec ces présentateurs qui nous font également des interviews des chanteurs qui sortent en sueur de la scène. Moi je trouve ça très 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 bonne idée, et d'ailleurs ça a été maintenant repris par l'Opéra Bastille, par le Covent Garden à Londres. C'est un projet qui fonctionne très très bien parce qu'en plus c'est moins cher. Et puis c'est encore 25 €. Oui, enfin pour l'expérience. Pour l'expérience, c'est merveilleux. Et puis enfin, il y a les DVD. On peut très bien il y en a plein maintenant. S'acheter ou se louer un DVD sans parler de tout ce qu'il y a sur Internet maintenant. Sans parler de énormément de vidéos qui circulent sur Internet. Oui. Donc beaucoup, d'ailleurs sur mon site aussi. Et sur votre site, ah oui, c'est très bien. Voilà, Julia Lebrun, merci beaucoup pour ce voyage lyrique. Merci à vous. Vous revenez dès que vous avez un nouveau projet, et en tout cas, dès que le livre est publié, nous vous recevons évidemment. Merci Julia Lebrun. Merci. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre rubrique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique On ne touche pas à mon patrimoine, nous avons invité Nicolas Stocker qui a remporté une victoire. Petite première victoire, mais une victoire inespérée. Inespérée. Merci Maxime. Vous avez sauvé Saint-Rita une première fois des bulldozers. Et pour cela, grâce vous soit rendue, ça nous redonne de l'espoir, puisque ici nous combattons pour ces interdictions. Nous refusons que ces églises soient détruites. Alors, comment avez-vous fait? Saint-Rita, c'est donc cette église qui est dans le 15e, ne parlons pas à l'imparfait. Elle est dans le 15e, rue François Bonvin. Absolument. Et on a eu TV Liberté, on en a parlé. On a vu le maire avec son écharpe tricolore. Son écharpe tricolore faire face aux bulldozers. Alors là, c'est tout à fait nouveau comme situation. Tous les espoirs sont permis. Alors, on peut peut-être rappeler, Anne, que c'est une église qui est un petit peu atypique. Oui. Vous allez peut-être nous dire en deux mots que c'est une église qui n'appartient pas à la commune et qui n'appartient pas au diocèse. Elle a un régime de propriété très spécifique et aussi un régime religieux très spécifique, puisqu'il ne s'agit pas non plus de l'église catholique. Donc on peut peut-être le rappeler parce que ça explique aussi l'attitude du maire, à mon sens.
Alors écoutez, très clairement, j'ai découvert cette église catholique, mais gallicane, et non catholique romaine, il y a à peu près 2 ans, et je ne suis pas, pour ce qui me concerne, un catholique gallican. Donc on rappelle, les gallicans, c'est ceux qui se séparent de Rome sous à peu près Louis XIV. Ah ben c'est même bien avant, c'est l'église de Bossuet, je dirais que ce sont les légistes du roi. Philippe le Bel était un des premiers à se poser la question. Oui, mais c'est sous Louis XIV que la séparation intervient entre les gallicans et le culte romain, si j'ose dire. Mais de fait, ce culte gallican, contrairement au culte anglican, est un avorté. C'est un avorté. Oui. Voilà, ça n'a pas abouti. Alors, bon, pour diverses raisons. Néanmoins, c'est une église qui se dit avec un clergé catholique. Je suis témoin, pour être allé à certaines de leurs messes, qu'il y a une prière chaque semaine pour le pape. C'est une église qui est, selon un rituel Saint Pie V, qui est le rituel, je dirais, catholique romain, tel qu'on peut le retrouver aussi, par exemple, au centre Saint-Paul, avec l'abbé de Tanwart. C'est exactement le même. Par contre, évidemment, ce n'est pas une église qui est, malgré le fait qu'elle ait été construite en 1900, elle n'est pas rattachée à cette loi de 1905, donc elle n'a jamais été la propriété pour les églises des communes et pour les cathédrales, donc des États, depuis cette loi. Elle est par contre la propriété, et elle le reste d'ailleurs toujours actuellement, d'une association cultuelle qui à l'origine était basée en Suisse. Ce sont des apostoliques, ce sont des catholiques, mais ce ne sont pas des romains. Et qu'ils l'ont vendue, ils ont vendu cette église. C'est en cours. C'est intéressant d'avoir fait ce préambule, parce que ça permet de bien dire que la mairie n'a pas à intervenir en tant que propriétaire, contrairement à beaucoup de cas, et que le clergé ou le diocèse de Paris n'ont pas à intervenir non plus en tant que desservants. Donc c'est un sujet qui ne les concerne pas. On peut pour une fois les mettre aux oubliettes et s'intéresser aux vrais acteurs, qui sont donc l'association suisse apostolique et le candidat racheteur, qui était un promoteur qui reste un promoteur, qui veut évidemment détruire l'église pour faire des logements et quelques places de parking. Et donc, évidemment, selon la nouvelle loi Allure, 25% de logements sociaux. Évidemment. Et donc, on rappelle que ça, c'est un projet qui date déjà de l'année 2009 ou 2010. Ça fait un bon moment. Et que la mairie de Paris avait, dans sa grande sagesse, donné le permis de démolir. Voilà. Il a donné le permis de démolir après avoir consulté l'association du Vieux Paris. La commission du Vieux Paris, qui dit que ça n'avait aucun intérêt. Ils ont considéré que cette église n'avait pas de qualité architecturale telle qu'elle méritait une protection particulière. Alors ça, ici, nous sommes à TV Liberté, avec Maxime. Nous ne voulons faire aucune différence entre les églises gothiques, néo-gothiques ou pas. Nous considérons qu'une église ne doit pas être détruite. Comme ça fait gagner du temps. Oui, mais rappelons donc quand même, c'est un préambule qui est vraiment important, parce que la mairie de Paris, qui n'est donc pas propriétaire, a donné son permis de démolir en disant c'est un bâtiment qui n'a pas de valeur patrimoniale, puisque la commission du Vieux Paris, en fait, c'est un organe consultatif qui se réunit sur un certain nombre de sujets, enfin maintenant qui ne se réunit plus tellement d'ailleurs, puisque la ville de Paris veut la démolir, enfin la supprimer, mais qui donne son avis. Donc la mairie peut suivre ou ne pas suivre. Et là, la commission du Vieux Paris, ce genre de bâtiment, ça ne l'intéresse pas, a dit ça n'a pas de valeur. Et donc, en toute logique, la ville a dit il y a un vendeur, il y a un acheteur, mon organe consultatif me dit ça n'est pas du patrimoine, donc j'accorde le permis de démolir. Il n'y a plus de problème. Alors, à ce moment-là, Nicolas Stocker intervient. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision, à rentrer dans la bataille et vous mettre en travers des bulldozers? Alors, c'est la défense, il y a 2 ans, c'est la défense du patrimoine, c'est-à-dire qu'il y avait eu un très mauvais signal qui avait été envoyé au pays, qui était la destruction de l'église d'Abbeville, dans le Nord. Vous aussi, ça vous a choqué, oui. Parce que moi, je ne fais pas de différence non plus entre les différents lieux. Qui était d'ailleurs loin d'être la seule, parce qu'on parle d'Abbeville, mais cette année-là... Oui, mais elle est emblématique. Et puis on l'a vu. Il y en a eu 7 cette année-là. Non, mais puis en plus de ça, on l'a vu détruire en direct. Oui. Et je ne pouvais pas regarder ces scènes sans pleurer. C'était vraiment... C'était monstrueux. Voilà, et donc suite à cela, nous sommes dit, eh bien, nous allons défendre une église à Paris. Et nous avons fait, nous avons une association qui défend le patrimoine, et nous avons fait des vœux en janvier 2014 pour justement la défense de cette église. Et là, j'ai été extrêmement surpris lorsque ces vœux ont été formulés.
de me rendre compte l'importance de cette église pour les fidèles et pour les riverains. C'est-à-dire que l'église était pleine en semaine. Vous aviez le maximum de ce que l'église peut contenir, c'est-à-dire 250 personnes, donc ça a été déjà une surprise. On avait un petit peu fait de tractage en prévenant qu'on venait, mais enfin, quand même. Donc, ça a été une première surprise. C'est-à-dire qu'on n'était pas là sur une église qui était désaffectée, où on voit des désaffectations. C'est-à-dire que certes, elle n'était peut-être pas la propriété de la commune, mais néanmoins, elle avait sa vie propre. Une vie propre, une vie de fidèle. Intense, indéniablement intense. Et dans le cadre de la liberté de culte, je me suis surtout tout de suite aperçu que vu la petite spécificité de cette église, à moins d'aller dans les églises environnantes, il était très compliqué pour ces fidèles de pouvoir ensuite continuer à vivre leur culte, à vivre leur religion, si cette église était démolie. Et puis surtout qu'il y a aussi un aspect patrimonial qu'on évoquait juste avant le début de la séquence, qui est que la rue François-Bourvin, donc c'est au niveau de la mode Piquet, hein, grosso modo à Paris, c'est une rue qui est objectivement assez laide, composée à 99% d'immeubles des années 70, d'une rare banalité, à côté desquels le style colonel qu'on aimait bien, à côté de la Tour Eiffel, ferait presque figure de merveille architecturale, et cette petite église, hein, en fait elle est vraiment un petit bâtiment qui fait la taille d'un immeuble classique, avec une façade blanche, néo-gothique, très sobre, début 20e. Il y a juste la façade, hein, on voit très peu le côté, qui est au pied de la tour de l'UNESCO. Finalement, c'est la seule chose qui soit un tout petit peu mignonne et surtout qui rappelle l'humain dans cette rue totalement déshumanisée. Enfin, je parle sous votre contrôle, je vous donne mon ressenti. Ah non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, bon, alors, premier paradoxe déjà, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que cette petite église était dans une enceinte qui était l'annexe de l'UNESCO. Alors ça a été ma première surprise. C'est l'UNESCO qui défend le patrimoine mondial, un petit peu partout dans le monde. Mais chez les autres. Mais chez les autres, par contre, là, sous ses fenêtres, assister à la démolition d'une église de 1900... Ça ne la gêne pas du tout. Oui, parce que ça n'est pas du patrimoine, c'est 1900. Oui, c'est 1900. Alors que 1900, c'est une date qui est quand même importante. Il y a eu une exposition universelle en 1900. C'est vrai qu'elle fait face à cette tour Eiffel qui est juste à côté, qui était l'exposition universelle précédente. Il y a très peu de pavillons qui sont restés de l'exposition universelle de 1900. Et puis, c'est une église, je dirais, qui, et ça le député maire Philippe Goujon, dont on a parlé tout à l'heure, il faut en parler. Il est extrêmement attaché à cette église parce qu'il considère, et à mon avis à juste titre, que c'est un marqueur de son quartier. C'est une église de village. Et en effet, vous avez une rue, la rue François-Bourvin n'est pas une rue exceptionnelle, où c'est un mélange, il y a un petit peu d'Haussmann, mais pas beaucoup, et en effet, beaucoup de bâtiments des années 70 et des années 80. Et c'est un marqueur très important qui en fait un peu une église de village. Or, je crois que Philippe Goujon, dans une certaine lignée politique d'avant, je dirais, de la Noé Hidalgo, il y avait cette idée que Paris était faite de provinces. C'est une accumulation de villages. C'est ça, c'est une accumulation de villages. Et donc, il est d'autant plus attaché à cette église, justement, que pour lui, c'est un peu ce quartier, c'est un marqueur du village, d'un village dans le 15e arrondissement de Paris, dont je rappelle que c'est le plus grand arrondissement de Paris, le 15e. Il est en nombre d'habitants, vous avez autant d'habitants à Bordeaux que dans le 15e arrondissement. C'est une ville qui est grande comme Nice, en superficie. Le 15e arrondissement, c'est immense. Alors, comment fait-on? Vous avez ouvert les bras devant les bulldozers. Comment est-ce que vous avez fait? Oui, on a attendu vraiment jusqu'au dernier moment. On a essayé tous les moyens, tous les recours juridiques. Oui. On s'est rendu compte à un moment donné que ce qui avait été déjà apparu sur d'autres cas se reproduisait, c'est-à-dire que malgré qu'il y ait des recours, eh bien, ni le préfet de police de Paris, ni la mairie de Paris n'ont jugé que ces recours étaient suspensifs. Oui. Et comment faites-vous ces recours? Parce que tout cela coûte beaucoup d'argent. Alors écoutez, nous avons heureusement des avocats militants, je ne vous le cache pas, qui donnent du temps. Ils nous reviennent beaucoup moins cher que si on était dans une affaire à caractère purement privé. Très clairement, et il faut les en remercier. Je pense qu'il y a aussi un point à rappeler, c'est que les recours auraient été beaucoup plus simples s'ils avaient été menés avant que le permis de démolir ait été donné ou juste au moment où il a été donné. Et à mon avis, un des points qui a pêché dans l'histoire de Saint-Rita, c'est que la communauté religieuse qui l'occupe s'est tue pendant presque un an. Ils ont laissé jusque grosso modo fin 2010, début 2011. Et ensuite, tout
penauds ont dit on va chercher une autre église parce qu'on va être démoli. Mais s'ils avaient été combattants dès le départ, dans le recours, dans le délai légal de recours au permis de démolir, qui est grosso modo 30 jours, si ma mémoire est bonne, alors ils auraient pu obtenir quelque chose d'emblée. Et ils ne l'ont pas fait. Et du coup, non mais c'est vrai, ils ne l'ont pas fait. Et du coup, ça a mis 5 ans pour que M. Stoker... Écoutez, j'ai même un scoop par rapport à ce que vous dites qui va tout à fait dans votre sens. Nous avons eu le mémoire en défense dernièrement, nous attaquons à nouveau le permis de construire. Nous avons eu un mémoire en défense de la mairie de Paris, nous donnant globalement raison. Disons, vous avez raison, ce permis de construire qui a été délivré en 2012, à l'époque c'était 2 ans, n'est plus valide. Il y a un permis modificatif, et vous avez parfaitement raison, il ne relance pas les délais, tant il est peu différent du permis initial. Mais, dit la mairie de Paris et ses avocats, néanmoins il y a actuellement, pendant à la Cour d'appel administrative de Paris, un appel qui, parce qu'il est pendant, bloque les délais. Et donc on ne pourra constater la caducité du permis de construire que le jour où cet appel sera rendu, en positif ou en négatif, à moins que l'appel soit retiré. Et tenez-vous bien, ceux qui aujourd'hui bloquent cette situation, au paradoxe, c'est l'ancien archevêque, Monseigneur Dominique Philippe, et son conseil dont on pourrait parler, Jean-Marc Fédida, qui n'est pas un inconnu, Jean-Marc Fédida qui défend et qui semble-t-il défend bien mal cette église. Il était, semble-t-il, beaucoup plus pugnace quand il s'agissait de Carpentras, puisque c'est l'avocat, je dirais, qui est à l'origine, en France, de ce cordon sanitaire, de l'opprobre jeté sur un certain nombre de personnes et de courants politiques. C'est celui qui a signé dernièrement aussi un livre en disant que l'origine du mal français, c'est son nationalisme, et c'est évidemment Maurras. Bien sûr. Eh bien, ce monsieur aujourd'hui, nous allons le dénoncer parce qu'il y a en plus, nous l'avons traduit, il est traduit actuellement devant le bâtonnier pour usurpation d'intérêt à agir, on n'hésite pas à le dire, puisque pendant 2 ans, pas 1 an, pendant 2 ans, il a usurpé l'intérêt à agir de l'association culturelle. Je ne vous dis pas l'association cultuelle qui est son client principal, c'est-à-dire l'archevêque, mais nous étions, nous, bailleurs secondaires, puisque l'archevêque, en 1999, avait concédé une sorte de bail secondaire à l'association culturelle, dont je suis le président délégué depuis 2 ans, mais qui existait avec le président François Luzinski depuis 1999. Et donc aujourd'hui, il va falloir le dire, il va falloir le dénoncer. J'espère que ça sortira dans la presse, je le dis depuis un certain temps, la grande presse, mais ils ont évidemment beaucoup de mal à en parler parce que Jean-Marc Fédida n'est pas n'importe qui. Il va falloir expliquer que cet avocat, que ce conseil, avec l'ancien archevêque, du fait de cet appel, qu'il ne nourrit plus, il permet juste de bloquer aujourd'hui les délais. C'est effrayant comme on utilise tous les arguties juridique. Centrita, c'est un panier de crabes, il faut quand même le dire. Je pense que le panier de crabe aujourd'hui a disparu. C'est-à-dire que grâce à ce qui s'est passé, tous ceux qui finalement vivaient de Saint-Rita et donc n'avaient aucun espoir de conserver cette église sont partis. Ils sont partis. Il ne reste, je dirais, que ceux qui sont réellement depuis des années attachés à cette église. Le dernier évêque, qui est certes gallican, qui est du Cameroun, qui est Samuel Pouet, Monseigneur Samuel Pouet, tout de même, pendant des mois, a continué pour les fidèles à faire la messe dans la rue. C'est quand même extraordinaire. C'est joli, il a pris, c'est symboliquement très très fort. Voilà quelqu'un qui s'est, peut-être engagé, il s'est lavé aussi de toutes ces, tout ce qu'il y avait de détestable. Moins joli. Et alors, quelle est la prochaine étape, Nicolas Stocker ? Eh bien, écoutez, la prochaine étape, je crois que de toute façon, on est dans un monde aujourd'hui où quand on se pose, on est mort. Il ne faut pas s'arrêter là, de même qu'il ne faut pas s'arrêter à cette église. Certes, il y a des projets alternatifs, immobiliers. Il est paru dans la presse dernièrement qu'éventuellement, ce culte pourrait devenir en affectation principale, c'est le souhait d'ailleurs de Philippe Goujon, une église de chrétiens d'Orient. On a un contact avec une église d'Antioche qui
qui est prête à racheter, qui l'a dit d'ailleurs, qui a les moyens financiers. Puisque je vous rappelle que cette église vaut a priori 3,3 millions net vendeurs, c'est-à-dire qu'elle vaut peut-être un peu plus sur le marché aujourd'hui. Et ils sont prêts à la racheter, donc ça pourrait devenir une église, je dirais, principalement chrétienne d'Orient, tout en sachant qu'ils acceptent et ils concéderaient au culte gallican une petite messe au moins. J'ai vu aussi un projet très intéressant d'une architecte qui avait construit au-dessus de l'église 3 ou 4 étages pouvant répondre à ce besoin des logements sociaux et qui ne touchaient pas à la façade. Voilà. L'idée est que, et ça a été une idée que nous avons eue dès le début, arrêtons d'opposer systématiquement en France la charité chrétienne et la fraternité républicaine ou la solidarité nationale. Il faut arrêter d'opposer les logements avec les églises. Bien sûr. On peut parfaitement faire les deux. C'est un projet, il faut savoir que c'est vide en plus autour. On peut parfaitement. Moi, il y avait cette fabuleuse idée des béguinages à une époque. Oui. Où, à l'époque des croisades, des femmes avec des enfants qui se retrouvaient et qui ne pouvaient pas intégrer les ordres. À l'époque, vous n'aviez pas d'état-providence. Et il fallait se rapprocher des églises. Oui. C'est d'ailleurs au patrimoine mondial, c'est beaucoup dans le nord de la France, en Belgique, à Bruges. Bien sûr, oui. Mais ça reprend les béguinages. Il y a eu des béguinages qui sont en train de se créer. Oui, mais alors c'est une mutation du principe de béguinage. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez vraiment, on va dire, même si le mot est peut-être pas approprié, de famille monoparentale, enfin de femmes seules avec des enfants. Aujourd'hui, le béguinage concerne plutôt des maisons de retraite pour jeunes personnes âgées. Je dis bien jeunes personnes âgées, c'est-à-dire que c'est des maisons de retraite somme toute assez lucratives. Il n'y a pas rien n'est médicalisé. Ce sont souvent des femmes qui se retrouvent seules entre 60 et 65 ans et qui ne veulent pas vivre. Vous savez que à Paris, par exemple, le taux d'occupation moyen est de 25% des appartements. Ça veut bien dire que vous avez énormément. C'est une idée fondamentale. Arrêtons, même si la pauvreté existe, le mal principal dont souffrent aujourd'hui nombre de Français, et en particulier les Parisiens, c'est de solitude. Bien sûr. 25% des familles n'ont qu'un parent. Donc ça veut dire plus de 25% des enfants. Bien sûr. Vous avez des étudiants qui viennent de la France entière, qui sont déracinés. Vous avez des personnes âgées qui vivent seules, dans une extrême solitude. Pourquoi toutes ces personnes, dans du logement intergénérationnel, on ne les ferait pas vivre ensemble? Est-ce que c'est pas ça le logement social d'abord? Bien sûr, bien sûr. Oui, alors pour en revenir en plus à Saint-Rita, je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter systématiquement de vouloir détruire des églises pour faire du logement social, quand dans le même temps, par exemple, à la place des anciennes morgues, on construit un équipement culturel. Ou bien... non mais... Soyons clairs, c'est-à-dire que sur un certain nombre d'espaces culturels purs, on les agrandit, y compris en lieu et place de logement, mais dès qu'il s'agit de religieux, on dit « Ah, pensez à tout le logement social que nous pourrions faire à la place de cette place perdue », puisqu'évidemment dans cette pensée que j'ose pas qualifier de socialiste ou de républicano-socialiste, tout attachement au divin est une sorte d'acte réactionnaire de cet homme qui n'a pas su s'affranchir de Dieu. Et donc, c'est de l'espace perdu. C'est-à-dire que nos gouvernements successifs oublient que nous avons un corps, mais nous avons aussi une âme, et que ces deux éléments nécessitent des lieux particuliers. Absolument, des lieux particuliers, et c'est à mon avis le sens de la suite du combat aussi, au-delà du projet qui sera mené sur Saint-Rita. Je crois qu'il y a suffisamment d'églises qui sont aujourd'hui menacées en France, et vous me disiez comment nous avons fait. Non seulement nous avons barré la route à ces bulldozers, mais nous n'avons pas fait que ça, nous avons occupé l'église. Aujourd'hui, cette église est occupée. Elle est occupée par des différents mouvements divers, mais en tout cas, elle est occupée jour et nuit, par au moins une vingtaine de personnes en permanence. Eh bien, je crois que si demain, on faisait la même chose sur toutes les églises qui sont menacées, pas seulement en disant il ne faut pas la détruire, ou aller jusqu'au bout, qui serait attendre justement la démolition pour agir. On pourrait agir de façon préventive. Une idée parmi 1000 qui foisonnent actuellement autour de Saint-Rita, j'ai fait une manifestation au printemps dernier au Châtelet pour défendre cette église. Et déjà à l'époque, la mairie du 15e nous avait soutenus. On avait eu des conseillères municipales avec les écharpes tricolores qui étaient venus, alors qu'ils avaient essayé de faire interdire cette manifestation. Eh bien,
une personne qui était venue m'a dit, mais je comprends pas, là vous êtes 500, ce qui était pas mal pour une petite église de quartier. Mais pourquoi vous n'êtes pas 1 million, 1,5 million? Pourquoi tous ceux qui ont fait cette manifestation pour tous, ces manifestations pour tous, ne viennent pas aussi pour sauver les églises? Pour une raison fondamentale et de fond, qui est que le combat pour le mariage, pour l'aspect sacré du mariage, mais c'est très bien, mais un mariage, où est-ce que ça se consacre, si ce n'est dans une église? Bien sûr. Et donc ce lien, qui est indéfectible, qui est d'ailleurs totalement indéfectible. Quand j'entends certains membres de l'archevêché ou des évêchés dire l'église, c'est pas ces bâtiments, c'est une communauté, très bien. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faudrait célébrer les mariages, les prêtres pourraient célébrer les mariages dans les mairies? Non, il y a bien un lien co-substantiel. Quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que moi j'entends systématiquement en interview toujours l'église, quels que soient ses représentants, parce que c'est toujours les différents diocèses, y compris au diocèse de Paris, qui vous dit les églises c'est un tas de pierres, ce qui compte c'est la communauté des croyants. Absolument. Certes, c'est le plus important. Mais se réunir sous la pluie ou à la mairie, c'est quand même pas évident. À sa future femme, par exemple, une jolie bague pour la demander en mariage, en général, c'est pas dans une boîte McDonald's. Vous voyez? L'écrin compte parfois autant que le bijou. Maxime, le temps est venu de nous quitter. Si on se résume, il faut d'abord, beaucoup d'énergie et ne pas hésiter à occuper. Et 2, à entraîner avec soi les édiles locaux. Alors, bien sûr, il faut entraîner avec soi les édiles locaux à chaque fois qu'ils le veulent et qu'ils sont prêts à le faire. Et il faut occuper. Alors, c'est pas organiser la confusion, c'est. Je souhaite, moi, la fusion de tous les mouvements actuels de contestation. C'est ça. Comprendre que c'est un seul et même combat. Et regardez, même, je vais au risque de choquer, à Notre-Dame-des-Landes, vous avez ce qu'on appelle des zones à défendre. Oui. Alors, c'est peut-être issu à l'origine de milieux plutôt d'extrême gauche, mais pas toujours, d'ailleurs. Oui. Eh bien, moi, je crois que l'ensemble au-delà du spectre politique, des zones à défendre, les églises, toutes les églises de France sont des zones à défendre. Absolument. Nicolas, pas dans la pensée d'extrême gauche. Nicolas Stocker, pour vous retrouver, il y a un site, il y a... Oui, les Arches de Saint-Rita, lesarchesdesaintrita.fr. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, Anne-Rossier. Pour les téléspectateurs de TV Liberté, partager cette première petite victoire qui vraiment nous voit droit au cœur. Et nous vous remercions de ce combat et nous en prenons de la graine et nous espérons... Une victoire qui était loin d'être gagnée au début. Bien sûr. Et nous espérons que vous ferez école. C'est une victoire collective. Et on a besoin de tous pour continuer ce combat. Merci beaucoup Nicolas Stocker, merci Maxime Gabriel. Merci Anne. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture.